À la une de l'actualité, après les violences et la fin officielle de l'opération militaire française Sangaris en Centrafrique, le vice-secrétaire général de l'ONU en visite à Bangui a rassuré les populations. En République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante a donné ce mercredi des repères qui guideront le processus électoral. Et puis le nouveau président du Liban, Michel Aoun, a nommé Saad Hariri Premier ministre. Et déjà, ce dernier veut concilier les extrêmes. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. Les Nations Unies ont tiré les leçons des récentes violences en Centrafrique. C'est ce qu'a assuré son vice-secrétaire général en visite à Bangui, Jeanne Eliasson, qui a terminé ce jeudi une visite de 3 jours, a promis un plan national pour le relèvement de ce pays toujours menacé par les groupes armés. Cette visite est intervenue entre la fin officielle de l'opération militaire française Sangaris, proclamée lundi dernier, et une conférence des donateurs à Bruxelles le 17 novembre prochain. Pendant son séjour, le haut responsable de l'ONU a rencontré le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et effectué des visites sur le terrain. Et de sources onusiennes, on indique que les besoins de la Centrafrique s'élèveraient à 3 milliards de dollars sur 5 ans. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a annoncé ce mercredi le retrait de ses troupes au Soudan du Sud. Une décision intervenue après le limogeage du commandant kenyan des casques bleus par le secrétaire général de l'ONU. Reportage. Un autre homme à la tête des casques bleus du Soudan du Sud en remplacement du général kenyan Johnson Mogai Kimani Odieki. Le Kenya assure ne pouvoir accéder à une telle requête. Le pays indique par la même occasion sa volonté de se retirer du processus de paix en cours au Soudan du Sud. Une décision rendue officielle par le président kenyan Uhuru Kenyatta en personne. Nous avons l'intention de retirer les troupes kenyanes de cette mission avec effet immédiat. Et je déclare maintenant que nous allons interrompre notre contribution de troupes à la force de protection régionale proposée. Et hier soir, j'ai dit que le Kenya se désengage complètement du processus de paix du Soudan du Sud. Une enquête menée sur les agressions sexuelles de juillet dernier à Djouba a révélé l'incapacité des casques bleus d'accomplir leur mission de protection des civils, ce qui a entraîné la destitution du général Johnson, commandant la mission de l'ONU au Soudan du Sud. We know that the people of South Sudan want peace. Nous savons que les habitants du Soudan du Sud veulent la paix, mais nous savons aussi que la paix ne viendra pas au Soudan du Sud en blâmant un commandant kényan pour les faiblesses bien plus larges de la mission au Soudan du Sud. Le contingent kényan, l'un des plus importants de l'ONU, compte environ 1000 soldats sur les 13 500 hommes déployés au Soudan du Sud. Mercredi, un comité mis en place par le gouvernement sud-soudanais a recommandé l'ouverture d'une cour martiale pour juger les soldats arrêtés suite aux violences de juillet dernier. 42,42% de participation, 93,42% de oui. C'est vraiment un plébiscite. Déclaration du président ivoirien Alassane Ouattara ce jeudi en ouverture du Conseil des ministres. Reste maintenant que ces résultats soient validés par le Conseil constitutionnel. Ensuite, le test de la nouvelle constitution sera promulgué par le président Alassane Ouattara, ce qui marquera l'entrée de la Côte d'Ivoire dans sa 3e république et permettra au pays de tourner la page d'une décennie de crise politico-militaire. Le référendum constitutionnel terminé, le regard des Ivoiriens est déjà tourné vers les élections législatives qui auront lieu le 18 décembre prochain. Il s'agit d'un scrutin à tour unique dont les détails de l'organisation seront précisés ultérieurement. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI a tenu ce mercredi un point de presse à Kinshasa. Occasion pour son président national, Corneille Nangaa, d'annoncer que son institution procède à l'accélération de l'opération de la refonte totale du fichier électoral. Ainsi, 12 nouvelles provinces vont procéder au rythme de l'enrôlement
des électeurs. Corneille Nangaa a aussi donné des repères qui guideront le processus électoral et la CENI à démentir toutes les informations l'impliquant dans une affaire de corruption avec BGFI Bank. C'est un reportage signé Yeyet Mavinga Nzao. Devant la presse, le président de la Commission électorale nationale indépendante a communiqué l'état des lieux du processus électoral au pays et son avancement par rapport aux enjeux politiques actuels. Corneille Nangaa a livré les repères devant guider le processus électoral. Premier repère, c'est que le 31 juillet, il va falloir que nous terminions l'enrôlement des électeurs. Deuxième repère, c'est qu'au 30 octobre 2017, nous devons convoquer l'électorat et la convocation de l'électorat devra coïncider avec l'appel à candidature pour ceux de ces Congolais inscrits sur les listes électorales qui prétendaient être nos dirigeants de demain. Troisième repère, c'est que 6 mois après cette convocation de l'électorat, il est demandé à la CENI de procéder à l'organisation des scrutins en une seule séquence présidentielle, législatif national et législatif provincial. S'agissant des informations publiées dans le quotidien belge Le Soir sur des opérations bancaires douteuses dans BGFI Bank, notamment au détriment de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le président de la CENI, Corneille Nangaa, parle de transactions normales. Pour Corneille Nangaa, les révélations du journal belge ne mettent pas en cause la Commission électorale. Est-ce qu'il y a eu des retraits? Oui. Je confirme qu'il y a eu des retraits, dans la mesure où les retraits qui se font, ils se sont faits par des personnes ayant qualité de les faire. Signalant que la CENI a salué la signature le 18 octobre dernier de l'accord politique qui a eu l'avantage de lever les options politiques fondamentales dont la centrale électorale avait besoin pour relancer le processus électoral. Ce journal se poursuit. 11 véhicules de luxe appartenant à Théodorin Obiang, le fils du président équato-guinéen, ont été saisis cette semaine par la justice dans la zone fret de l'aéroport de Genève sur mandat du ministère public. Ceci dans le cadre d'une présumée affaire de blanchiment d'argent. Une procédure pénale est en effet dirigée contre Théodorin Obiang qui est prévenu de blanchiment d'argent en Suisse. Il faut dire que la justice française s'intéresse aussi de près à Théodorin Obiang. Accusé de s'être bâti indûment en France un patrimoine considérable, il sera jugé à partir du 2 janvier prochain à Paris dans l'affaire des biens mal acquis. Il est poursuivi notamment pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Sur un tout autre registre, au Bénin, les élus locaux et conseils communaux se mobilisent en prélude à la COP22 pour apporter leur contribution en termes de mesures idoines à prendre. Parlons de la gouvernance locale pour faire face aux défis du changement climatique. L'initiative est de l'ONG Credel, le Centre de recherche et d'expertise pour le développement, en partenariat avec la mairie de Cotonou. Plus de précisions avec le maire de la ville de Cotonou, Léali Soglo, qui intervient sur des propos recueillis par Joël Yetonti et Floris Dossa. L'organisation ce jour de cet atelier est une occasion pour les autorités de la ville et son partenaire Credel de faciliter la compréhension de la COP22 et ses enjeux aux élus locaux et autres acteurs assimilés. Présenter les opportunités d'accès au financement climatique aux maires des communes du Grand Nokoué au Bénin. Mesdames et messieurs, en choisissant d'organiser cet atelier, la ville de Cotonou, la mégalopole, entend amener les élus et autres acteurs du développement local à réfléchir sur les thématiques suivantes. Les changements climatiques au Bénin et ses implications sur le développement local. Les grandes résolutions de la COP21. Les financements climatiques et les opportunités pour les décideurs locaux. Toutes les actions inscrites au programme de ce séminaire contribueront à impacter la participation des acteurs locaux à ce grand rendez-vous international qu'est la COP22.
Au Mont Péco, parc national dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les agents jouent au chat et à la souris avec les occupants illégaux, avec pour objectif de protéger une flore et une faune exceptionnelles. Mais fin juillet, le gouvernement a finalement mis ses menaces d'expulsion à exécution, forçant les occupants illégaux à partir. Il a également interdit aux villageois vivant en bordure du parc de travailler les champs qu'ils y avaient défrichés. Les images. Ces planteurs de cacao ont tout perdu. Depuis des années, ils exploitent illégalement des plantations installées sur le Mont Péco, un parc national situé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais fin juillet, les autorités ont décidé d'agir et les ont chassés du site. Ce qui n'a pas empêché de nombreux agriculteurs de braver l'interdiction pour continuer d'aller récolter leur culture. Il faut les sensibiliser, à les faire comprendre que la conservation des forêts, c'est dans leur intérêt et que sans la forêt, on ne peut pas avoir cacaoculture durable et que sans la forêt, il ne peut pas avoir la pluie et que l'échauffement climatique, ça dure du fait qu'on détruit la forêt. Donc c'est tout cela qu'il faut expliquer aux paysans. Mais les autorités restent inflexibles. Au total, près de 50 000 personnes ont été forcées à l'exil. Parmi eux, une majorité d'immigrés burkinabés, sans ressources, ils se sont réfugiés en nombre dans les villages alentours, qui manquent d'infrastructures pour les accueillir. De 851 personnes, avec l'arrivée de nos frères du classé, nous sommes passés à 1289 personnes. Nous avons le problème de l'école. L'école est très petite pour répondre aux demandes de la population. Donc nous avons besoin d'une deuxième école. Conséquence de cette cohabitation forcée, les tensions communautaires sont exacerbées dans les localités autour du Mont Péco. En attendant, le jeu du chat et de la souris continue entre les autorités et les planteurs de cacao, à leur risque et péril. Selon de nombreux témoignages, arrestations et raquettes seraient devenues monnaie courante à l'intérieur du parc. Pour finir, Michel Aoun, le nouveau président du Liban, a nommé son premier ministre. Saad Hariri, principale personnalité sunnite libanaise, redevient ainsi ce jeudi premier ministre après une éclipse de 5 ans. Son plus grand défi, former un gouvernement regroupant des courants politiques opposés. Fils du milliardaire et premier ministre Rafik Hariri, assassiné en 2005, Saad Hariri prend les commandes de l'équipe gouvernementale à l'âge de 46 ans. Le président libanais Michel Aoun l'a convoqué pour le charger de former le gouvernement. Mais la tâche ne sera pas facile. La crise syrienne divise profondément la scène politique libanaise et Hariri devra composer avec son adversaire de toujours, le mouvement chiite du Hezbollah. Les analystes estiment qu'il devra user de toute son énergie pour asseoir son autorité. Mais l'homme se dit confiant. Son Excellence le Président de la République, le général Michel Aoun, m'a fait l'honneur de me demander de former un gouvernement. J'ai accepté. Je serai ouvert à tous les blocs parlementaires, y compris ceux qui ne m'ont pas nommé. J'ai hâte de démarrer les consultations pour former un gouvernement d'entente nationale qui surmonte les divisions politiques. Nous devons au peuple libanais de commencer à œuvrer le plus tôt possible pour protéger notre pays des flammes qui l'entourent, renforcer son immunité face au terrorisme, l'aider à faire face aux problèmes des réfugiés. Pour former son gouvernement, le nouveau Premier ministre va donc devoir concilier les extrêmes. Tâche difficile dans un pays où la formation d'un gouvernement prend souvent beaucoup de temps en raison de rivalités pour les portefeuilles. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.